Je voudrais à mon tour remercier Georges Chaminet, Maria Maïno, Laurent Maillet et également d'ailleurs Grégory Zeps pour l'organisation technique de cette journée. Les matériaux de la musique. Je pose en principe que tout artiste travaille des matériaux, même dans les arts considérés comme les plus immatériels, la poésie ou la musique par exemple. Le concept de matériaux est le premier maillon du processus artistique. L'artiste a d'abord affaire à un ou à des matériaux. Le matériau, une fois choisi, commande toute la chaîne de la conception, de la production et de la vie de l'œuvre d'art. Outils et machines, techniques, compétences corporelles et intellectuelles, exercices de maîtrise, coopération artistique, problèmes de fragilité et de résistance aux forces de corrosion, conservation-restauration des œuvres. Tout cela dépend en dernière instance de la nature du matériau ou des matériaux choisis par l'artiste. Certains arts travaillent des matériaux qui sont directement physico-chimiques, comme la sculpture, la peinture, l'architecture. Mais ces arts travaillent aussi des matériaux d'un autre type, qui ne sont plus physico-chimiques. Un peintre du Quattrocento de la Renaissance italienne, donc, qui peint une Annonciation, use d'une toile, de pigments, ce sont des matériaux physico-chimiques. Mais il travaille aussi un sujet religieux s'il a choisi de peindre une Annonciation. L'Annonciation est un matériau culturel et cultuel, un matériau qui est structuré par sa plasticité et ses résistances ou impossibilités sociales historiques particulières. Les arts plus immatériels, comme la poésie ou la musique, travaillent principalement des matériaux culturels, comme par exemple un sujet dramatique ou un thème musical. Mais ces matériaux culturels sont eux-mêmes portés, en dernière instance, par des supports physico-chimiques. Une feuille de papier sur laquelle la partition est notée, ou, comme le pensait Maurice Halbwachs dans son célèbre article sur la mémoire collective chez les musiciens, le cerveau humain. On comprend donc que je parle des matériaux de la musique au pluriel. Le premier et le plus évident des matériaux de la musique est bien sûr le son, qui est à la fois une réalité physique en tant que vibration de l'air et une réalité culturelle parce que la musique n'utilise pas n'importe quel son, mais des sons choisis. Mais avant de développer ce point très important, je numère tout de suite et très rapidement les autres matériaux de la musique qui, pour être tous en relation avec le son, ne se réduisent pas à lui. La pluralité de voix différentes, indépendantes mais liées, ce qu'on appelle la polyphonie, est un des matériaux de la musique. Ce qui prouve que ce matériau ne se réduit pas au son et que nombre de musiques populaires et même savantes sont monodiques, ne se servent pas de la polyphonie. Un thème musical est un autre type de matériau. Et en dernière instance, que le temps était un des matériaux de la musique, et j'y reviendrai. Revenons au son, donc. Le son musical n'est pas n'importe quel son, y compris pour notre modernité qui a élargi considérablement la liste des sons musicaux. Le point décisif est que, sauf rarissimes et récentes exceptions, le son musical ne se trouve pas dans la nature. Toute culture musicale oppose des sons considérés comme musicaux, de quelque manière qu'elle les définisse, à des sons considérés comme non musicaux et par là même réduits à l'état de bruit. Le musicien, contrairement aux autres artistes, n'emprunte pas son matériau à la nature. Il ne les extrait pas non plus des sons naturels, comme le bruit des cascades ou le chant des oiseaux. Il le fabrique. Le peintre se sert de pigments naturels ou synthétiques, mais les pigments synthétiques sont eux-mêmes dérivés d'éléments naturels. Le sculpteur se sert de marbre, de glaise, de métaux qu'il trouve dans la nature et qu'il transforme. Le musicien, lui, ne se sert pas de son naturel, il se sert de son qu'il a lui-même intégralement fabriqué. La base physique du matériau musical est l'air en vibration, et l'ampleur de la transformation de l'air vibrant en son musical est particulièrement impressionnante si on la compare à la production de pigments par broyage de matières minérales, par exemple. Pour fabriquer ces sons, les sons de son art, le musicien a besoin préalablement de fabriquer, ou plutôt de faire fabriquer, des machines capables de fabriquer ces sons. Ce sont les instruments de musique, y compris les néo-instruments électroniques ou numériques. On a donc une fabrication d'instruments préalable à la fabrication du son qui va être enfin le matériau du musicien. La musique connaît donc une étape supplémentaire par rapport aux autres arts. C'est ce que j'ai appelé la condition organologique de la musique. La musique est le seul art
qui doit fabriquer des instruments techniques dont la seule fonction est de produire un matériau, dont ensuite le musicien va s'emparer. Ce fait, cette exceptionnalité organologique de la musique interroge le philosophe de l'art, tout comme l'historien des arts et de la culture, qui tous devraient reconnaître une place tout à fait singulière à la musique dans l'ensemble des arts. Une des conséquences de ce fait est l'extraordinaire variété des sons musicaux inventés par l'humanité, aussi nombreux et même plus nombreux que l'extraordinaire variété des instruments inventés par l'humanité. Le dictionnaire Grove des instruments de musique en dénombre 12 000, mais en réalité, il y en a plus, le Grove considérant comme un instrument la clarinette, alors qu'on sait bien qu'il y a des dizaines de types de clarinettes différents depuis le XVIIIe siècle. Contrairement aux objets techniques usuels qui sont déterminés intégralement par leur utilité attendue, l'instrument de musique est fonctionnellement sous-déterminé. C'est-à-dire qu'il peut être inventé sans qu'on sache exactement à quoi il va servir. C'est d'ailleurs le destin des très nombreux instruments qui n'ont pas pris et qui restent dans les réserves des musées. Je ne méconnais pas l'objection que l'on m'a souvent faite consistant à dire que la voix humaine produit des sons naturels. C'est vrai et c'est faux. La voix humaine est assurément une faculté naturelle qui produit naturellement des sons qui sont marqués d'ailleurs par des particularités individuelles fortes. Je n'oublie pas que je parle devant Georges Chaminet. Mais ces sons ne deviennent musicaux qu'en s'inscrivant dans un système qui structure le continuum sonore selon des échelles, des gammes, des modes. En général, cette discrétisation du continuum sonore est appuyée sur des instruments qui sont physiquement construits sur le principe de cette discrétisation. C'est éminemment le cas des instruments avant à trous latéraux, comme les flûtes, des instruments à clavier, bien sûr, ou des instruments à cordes dotés de frettes, qui découpent donc la corde, comme la guitare ou le luth. Or, il me semble que c'est en cédant de tels instruments qui donnent la discrétisation, la discontinuité des notes, que l'on apprend à passer de sa voix naturelle à une voix travaillée, technique, à la voix professionnelle d'un chanteur ou d'une chanteuse professionnelle. Le matériau sonore de la musique est donc un matériau qui est d'emblée produit comme matériau pour la musique, pour un usage artistique. Et je soutiendrai volontiers le paradoxe selon lequel on peut dire le son musical avant même qu'il soit travaillé par un musicien. Je m'explique. Un morceau de glaise n'est qu'un morceau de glaise, tant qu'un sculpteur ne s'en est pas emparé pour en faire un matériau et lui donner une forme. Mais une note de flûte jouée par un débutant est déjà de la musique, elle n'existe qu'en référence au monde de la musique. Ce point me paraît capital. Le son musical ainsi produit n'est pas simple, mais il est composé, physiquement, acoustiquement composé. Au son fondamental, produit par l'instrument ou par la voix humaine, un mi donné par le violoncelle par exemple, s'ajoutent naturellement des harmoniques qui sont sinusoïdaux et des partiels qui sont non sinusoïdaux. Harmoniques et partiels colorent le son fondamental et contribuent à son timbre de manière décisive. À ce composé naturel qu'est la simple note, les musiciens vont peu à peu ajouter des composés artificiels, à savoir les accords, formés de plusieurs notes différentes, d'abord 3, puis 4, puis à partir du 19e siècle, on va reconnaître des accords de 5, 6, 7 notes, des 9e, des 11e, des 13e, etc. Jusqu'au cluster. Il fut un temps pas si lointain où le mot cluster était inconnu du grand public et désignait uniquement une grappe sonore, jusqu'au cluster donc musical qui regroupe la totalité des sons disponibles et dont use Jean-Ferry Rebel dès 1737 dans sa symphonie Les Éléments. Si on considère le son musical organisé en échelle comme le premier niveau du matériau musical, alors les accords, que je viens d'évoquer rapidement, constitueraient le deuxième niveau. Le troisième niveau des matériaux du musicien pourrait être constitué par les thèmes, mélodies, motifs, qui sont des systèmes, des successions de notes qui sont pour l'oreille signifiants. Qu'un thème ou une mélodie soit un matériau est prouvé par le travail qu'opère le compositeur. Il a son thème, il le modifie, le varie, l'altère, le déforme, le transforme, jusqu'à le rendre parfois presque méconnaissable. C'est un travail fondamental pour le musicien, savant ou populaire, musique écrite ou improvisée. Et au fond, matériaux, tout ce dont un artiste s'empare
pour construire une œuvre avec des outils et selon des techniques appropriées. Quand Benjamin Britten écrit des variations sur un thème de Purcell, il se sert de ce thème qu'il a emprunté ailleurs comme d'un matériau. Et comme tout matériau, un thème musical est à la fois plastique et résistant. La polyphonie, déjà évoquée, serait le quatrième matériau musical, en ce qu'elle combine des thèmes suffisamment indépendants pour que chaque voix ait sa cohérence musicale propre, et suffisamment reliés pour que l'ensemble forme un tout unifié et signifiant. Alors, vous constatez qu'ici, je ne suis pas l'ordre historique. Dans l'histoire de la musique occidentale, la polyphonie est antérieure à la musique pensée par accord. Mais je développe une sorte d'ordre logique. D'ailleurs, la numérotation des niveaux un peu scolaires que je propose n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance. Je pense par ailleurs, comme Karl Popper, que l'invention de la polyphonie est une des plus extraordinaires inventions de l'humanité. Une révolution se produit au XXe siècle quand les innovations techniques permettent aux musiciens d'agir directement sur les paramètres du son fondamental, en coupant certains de ses harmoniques ou partiels naturels ou en ajoutant d'autres. Jusqu'au XXe siècle, le musicien composait ses œuvres avec les sons, fort nombreux au demeurant, qu'il trouvait dans la langue musicale de son temps, des sons fondamentaux, des accords, etc. Depuis un siècle, le musicien peut non seulement composer ses œuvres avec des sons, mais il compose les sons eux-mêmes avec lesquels il composera ses œuvres sans passer par la médiation du luthier. Le rapport de dépendance son-musique s'est inversé. Comme le soulignent Boris de Schlotzer et Marina Scriabine, la nièce d'Alexandre Scriabine, dans une formule quelque peu provocatrice de leur excellent livre de 1959, Problème de la musique moderne. Boris de Schlotzer et Marina Scriabine écrivent, je cite, « S'il faisait jusqu'à présent de la musique avec des sons, le musicien fait maintenant des sons avec de la musique, c'est son opération qui les engendre. » Alors, la formule est un peu paradoxale, mais elle donne à réfléchir. Cette révolution qui fait que le musicien rentre directement à l'intérieur du son, cette révolution en cache une autre. Les sons musicaux, dans une certaine modernité musicale, ne sont plus discontinus. Or, à ma connaissance, toutes les échelles, tous les modes, toutes les gammes dans toutes les civilisations présentent des sons discontinus. C'est la manière de les couper qui diffère, qui distingue les civilisations musicales les unes des autres. Mais il y a partout découpe, discrétisation du continuum sonore. Or, avec la révolution technique et musicale du XXe siècle, le matériau sonore est continu, ou plutôt il peut l'être, et on le sait, dans beaucoup de musique, il ne s'agit plus de notes, mais d'un matériau pris en bloc. Cette création d'un matériau continu est indissociable de techniques très complexes, d'appareils sophistiqués. Le matériau musical d'aujourd'hui est au plus loin de l'idée d'un matériau rustique, naturel et simple. Il est au contraire le produit raffiné et coûteux d'une société hautement technologique. Cette maîtrise intégrale du matériau pose d'ailleurs un problème. Qu'est-ce qu'un matériau qui répond entièrement au désir de l'artiste? Qu'est-ce qu'un matériau qui ne résiste pas? N'y a-t-il pas une perte quand le compositeur devient son propre luthier, quand les médiations du corps physique de l'instrument de musique et du corps organique de l'instrumentiste sont supprimées? Ce qui se passe quand la musique est entièrement fabriquée à partir d'une console ou d'un ordinateur. Ce rapport nouveau aux matériaux conduit même certains théoriciens à distinguer les deux concepts de musique d'un côté et d'art des sons de l'autre. La musique crée des œuvres, la musique stricto sensu crée des œuvres et les joue avec des voix, des instruments et éventuellement des machines de production du son en live. L'art des sons, entendu au sens un peu récent du terme, produit des œuvres intégralement produites par des machines sur lesquelles on construit aussi bien les sons que leurs agencements. Ces œuvres ne peuvent pas être jouées, elles peuvent simplement être diffusées par haut-parleurs une fois qu'elles ont été composées. Sans préjuger de l'avenir, il est intéressant de remarquer que l'émergence d'un nouveau matériau, se sont entièrement paramétrés par le musicien technicien, que cette émergence d'un nouveau matériau donc fait émerger un nouvel art, peut-être destiné à s'éloigner de la musique dont il procède cependant. Le rapport entre ces différents niveaux, les différents niveaux que j'ai distingués, est variable selon les époques. On pourrait esquisser une histoire de la musique envisagée sous le prisme de l'histoire de ces matériaux, une histoire de l'importance relative des différents types de matériaux dans la pratique de la musique.
Je prends juste un exemple par ailleurs très connu. L'époque baroque prend davantage en compte les dimensions mélodiques ou harmoniques. Les instruments utilisés et donc les timbres sont en partie secondaires. Beaucoup de sonates de l'époque baroque indiquent simplement une basse, un dessus, et ensuite on se débrouille. La plus grande attention portée aux instruments va de pair avec une plus grande importance donnée aux matériaux sonores, aux timbres, aux attaques et aux autres paramètres du son. Ce sera l'évolution due au classicisme, puis au romantisme et au post-romantisme. Le gigantisme sonore, Berlioz, Wagner, Mahler, fait partie de ce moment, ainsi que le foisonnement d'inventions organologiques. Puis, en arrivant jusqu'à la fabrication interne du son dont nous avons parlé, l'attention portée aux matériaux l'emporte sur l'attention portée aux formes, donc au thème ou à l'aspect mélodique de la musique. Une des tensions des musiques d'aujourd'hui tient à l'équilibre entre matériaux et organisation de l'œuvre. Des musiciens comme Gérard Griset ou Gheorghi Ligeti montrent qu'on peut parfaitement travailler de façon très originale le matériau encore classique par sa production, des voix et des instruments, et être très inventif dans l'organisation de l'œuvre, thème, harmonie, conduite des voix. J'en viens à ma conclusion. Parmi les matériaux de la musique, je compte enfin le temps. Non pas le temps abstrait mesuré par nos horloges, nos chronomètres ou nos métronomes. Ce temps abstrait présente certaines propriétés bien connues, homogénéité, irréversibilité, succession, simultanéité. Le temps comme matériau de la musique est, lui, un temps concret, un temps processus, un temps devenir. Pour jouer pleinement son rôle de matériau, le temps doit être incarné dans un support sensible, c'est le son pour la musique. C'est cette considération qui me fait adopter une définition de la musique proposée par André Boukhourechlief, qui était à la fois musicien et écrivain de musique, comme il se définissait, définition que je trouve à la fois très précise et très féconde. La musique, écrivait Boukhourechlief, est un système de différence qui structure le temps sous la catégorie du sonore. Je trouve cette définition tout à fait remarquable. Mais le temps, matériau de la musique, ne doit pas être considéré comme une sorte de cinquième niveau qui viendrait après les quatre déjà repérés, le son, le thème, les accords, la polyphonie. Non, le temps est d'emblée et toujours un matériau de la musique lié étroitement au son. Au niveau le plus simple de la musique, le temps est présent. Prenons un si bémol. Si ce si bémol est tenu, au violoncelle par exemple, le temps se déploie d'une certaine manière. Mais le même si bémol peut être au contraire répété de manière différente, comme dans le fameux deuxième mouvement du septième quatuor de Beethoven, pam, 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 pam. Voilà qui crée un temps concret, différent, structuré d'attente, de surprise, de remémoration et d'anticipation. Art du temps par excellence, art du temps concret mais savamment concerté, la musique rejoint ainsi le fond de l'expérience humaine, de notre expérience commune. Je vous remercie.